Le matin du 10 mai 2026, le cargo battant pavillon chinois MV Hayang a accosté à Bandar Abbas, le plus grand port iranien sur le golfe Persique. Le navire avait quitté Shanghai 6 jours plus tôt, le 4 mai, transportant ce que son manifeste décrivait comme de la machinerie industrielle et de l'équipement de fabrication de précision destiné à des fournisseurs automobiles iraniens. Les données de suivi maritime montrent que le navire a emprunté une route commerciale standard par le détroit de Malacca à travers l'océan Indien, puis vers le corridor d'Ormuz. Il a ensuite accosté au terminal à conteneur Shahid Raja'i. Les douanes iraniennes ont traité la cargaison selon les protocoles d'importation habituels. Les canaux diplomatiques chinois n'ont publié aucune déclaration. Et pendant environ 18 heures, cette arrivée est passée inaperçue auprès des agences de renseignement occidentales. Puis, des analystes d'imagerie satellitaire, en examinant la couverture nocturne de routine de Bandar Abbas, ont signalé quelque chose d'inhabituel. Les conteneurs déchargés du Hayang n'étaient pas transportés vers des installations automobiles. Ils étaient chargés sur de lourds camions militaires opérés par l'Organisation des industries aérospatiales de l'Iran, l'entité d'État responsable du développement et de la production de missiles balistiques. Dans la soirée du 11 mai, les agences de renseignement avaient confirmé le contenu. Ces conteneurs transportent 8 tonnes de composants de têtes de missiles et ils vont transformer le programme nucléaire iranien d'une menace statique en un système d'armes livrable. Voici ce qu'il faut comprendre sur l'écart entre posséder du matériel nucléaire et déployer une arme nucléaire fonctionnelle. L'Iran possède le combustible. Les estimations du renseignement, comme nous l'avons vu dans une analyse précédente, suggèrent que l'Iran pourrait posséder entre 130 et 200 kg d'uranium de qualité militaire d'ici la fin décembre 2026. À raison de 15 kg par dispositif de type implosion, ce stock permettrait de produire entre 9 et 13 armes nucléaires fonctionnelles, avec une limite supérieure de 16. Si l'on tient compte d'un enrichissement clandestin sur des sites non déclarés, l'Iran a aussi accès à une expertise en militarisation. Des ingénieurs russes spécialisés dans l'enrichissement sont arrivés à Téhéran le 9 mai pour optimiser les opérations des centrifugeuses. Et si le Pakistan ou la Corée du Nord fournissent une assistance à la conception des lentilles d'implosion et des mécanismes de déclenchement, soit par échange technique direct, soit par plan rétroconçu, l'Iran peut assembler un dispositif nucléaire fonctionnel. Mais une arme nucléaire dans un bunker n'est pas la même chose qu'une arme montée sur un missile balistique. Une tête livrable doit survivre à une rentrée atmosphérique à Mach 7. Elle doit aussi se séparer proprement du corps du missile et détonner de façon fiable après des forces G extrêmes et des fluctuations de température. Transformer de l'uranium enrichi en arme nucléaire livrable exige 3 composants supplémentaires au-delà du cœur fissile lui-même. Premièrement, un véhicule de rentrée, soit une enveloppe durcie conçue pour protéger la tête durant la descente finale à travers l'atmosphère. Deuxièmement, un bouclier thermique capable de résister à des températures dépassant 2000 degrés Celsius lorsque la tête replonge vers la Terre à vitesse hypersonique. Troisièmement, du matériel d'intégration permettant au dispositif nucléaire d'être monté solidement sur un missile balistique, de se connecter au système de guidage et de contrôle du missile et de se séparer proprement à l'altitude désignée. Jusqu'à maintenant, l'Iran n'avait jamais démontré sa capacité à produire localement ces 3 composants, à l'échelle et avec la précision nécessaire pour un système de livraison nucléaire fonctionnel. Les 8 tonnes de matériel déchargé du MV Hayang le 10 mai comprennent les 3. Des sources du renseignement ayant examiné des évaluations classifiées du contenu de la cargaison ont confirmé que celle-ci comprend des dizaines d'enveloppes de véhicules de rentrée faite de matériaux composites de carbone, capable de survivre aux contraintes thermiques et mécaniques d'une rentrée balistique. La cargaison contient aussi des rouleaux de boucliers thermiques ablatifs avancés, un matériau en fibre céramique qui se carbonise et s'érode de manière contrôlée afin de dissiper la chaleur pendant la descente. Elle comprend également des supports de montage de précision, des anneaux de séparation et des modules d'interface électronique conçus pour intégrer une charge de tête militaire au système de guidage et de contrôle du missile balistique iranien Khaybar-Shekan. La plateforme de missile précise pour laquelle ces composants sont conçus est ce qui transforme cette capacité théorique en menace opérationnelle dotée d'un calendrier visible. Le missile iranien Khaybar-Shekan n'est pas un prototype expérimental.
C'est un système d'armes éprouvé et produit en série que l'Iran a déjà tiré opérationnellement au combat. Le missile est apparu publiquement pour la première fois en février 2022. C'était lors d'un défilé militaire marquant l'anniversaire de la révolution iranienne. Il mesure 4 mètres de long, avec un diamètre de 66 mètres et un poids au lancement estimé entre 4, 5 et 3 tonnes selon la configuration de la charge utile. Le missile utilise un propergol solide, ce qui signifie qu'il peut être entreposé, chargé en carburant et prêt au lancement pendant de longues périodes, sans la complexité logistique et les fenêtres de vulnérabilité associées au système à carburant liquide. La portée officielle du Khaybar Shekan est indiquée à 1450 km, même si des variantes améliorées porteraient cette enveloppe à 1800 km ou plus depuis des positions de lancement dans l'ouest de l'Iran. Cette portée couvre tout Israël, une partie importante de l'Arabie Saoudite, l'ensemble des Émirats Arabes Unis, le Qatar, Bahreïn et le Koweït, et atteint profondément le sud de la Turquie. La tête transporte 650 kg d'explosifs puissants dans sa configuration conventionnelle. Mais la capacité de charge utile du missile ne se limite pas aux munitions conventionnelles. La cellule et le système de propulsion ont été conçus avec une marge structurelle suffisante pour accueillir une charge plus lourde et plus dense, en particulier une tête nucléaire. L'Iran a tiré le Khaybar Shekan au combat. Durant le conflit qui a commencé le 28 février 2026, le corps des gardiens de la révolution islamique a lancé ses missiles contre des cibles israéliennes dans au moins 6 vagues de frappes confirmées. Certains ont été interceptés, d'autres ont percé les défenses et frappé des infrastructures, notamment la raffinerie de pétrole de Haïfa le 8 mars. Le missile fonctionne, il vole et il atteint des cibles à distance. Une seule enveloppe de véhicule de rentrée pèse environ 120 à 180 kg. Le bouclier thermique ajoute encore 80 à 120 kg. Le matériel d'intégration ajoute 60 à 100 kg. Poids total par système complet de tête militaire, 260 à 400 kg. 8 tonnes de composants suffisent à assembler 20 à 30 systèmes complets. Le calendrier d'intégration est l'élément qui rend cette menace imminente. Les composants chinois sont des produits finis prêts à l'assemblage. Les analystes du renseignement estimant que l'intégration d'un dispositif nucléaire dans un véhicule de rentrée préconçu prend de 8 à 12 semaines. Si l'Iran commence immédiatement, le premier Khaybar Shekan opérationnel armé d'une tête nucléaire pourrait être déployé à la fin juillet ou au début août 2026. Ce n'est pas une projection théorique, c'est de l'arithmétique basée sur des apports matériels confirmés et des calendriers d'ingénierie documentés. Et les implications pour la sécurité régionale sont catastrophiques. Une arme nucléaire dans un bunker est un moyen de dissuasion. Une arme nucléaire sur un lanceur mobile de missiles est une capacité de première frappe. La différence, c'est la flexibilité opérationnelle. Un dispositif statique enfoui sous une montagne peut être ciblé si son emplacement est connu. Un lanceur mobile de missiles monté sur un véhicule transporteur, érecteur, déguisé en camion commercial, peut être déplacé, caché et repositionné à volonté. Les forces de missiles iraniennes fonctionnent déjà de cette manière. Les lanceurs Khaybar Shekan sont stockés dans des abris durcis dispersés, déployés sur des plateformes mobiles pendant les périodes de niveau d'alerte élevés et tirés depuis des lieux imprévisibles afin de compliquer le ciblage ennemi. Ajouter une tête nucléaire à ce système ne change pas la doctrine opérationnelle, cela change les conséquences du tir. C'est ici que l'histoire devient une crise politique sans solution claire. Israël a passé 10 semaines à mener la campagne aérienne la plus intensive de son histoire. Plus de 3000 frappes aériennes ont été lancées contre des cibles iraniennes depuis le début de l'opération Epic Fury, le 28 février. L'objectif déclaré était de retarder ou de détruire le chemin de l'Iran vers une arme nucléaire.
L'hypothèse qui soutenait cette stratégie était que même si l'Iran assemblait un dispositif nucléaire rudimentaire, l'arme resterait une menace statique, quelque chose qui pourrait être contenu, surveillé et potentiellement neutralisé par des frappes aériennes continues ou des opérations de sabotage clandestines. Cette hypothèse est maintenant invalide. Si l'Iran déploie des missiles balistiques armés de têtes nucléaires sur des lanceurs mobiles, Israël perd la capacité de mener une première frappe de désarmement. On ne peut pas détruire ce qu'on ne peut pas localiser. Et on ne peut pas localiser une douzaine de lanceurs mobiles de missiles dispersés à travers un pays de la taille de l'Iran sans une pénétration du renseignement en temps réel qu'aucune agence occidentale ne possède actuellement. Le calcul opérationnel passe de la prévention à la dissuasion. Et la dissuasion ne fonctionne que si les deux côtés croient que l'autre est prêt à utiliser des armes nucléaires en réponse à une menace existentielle. Israël a cette conviction. La question de savoir si l'Iran, là aussi, reste ouverte, sans marge d'erreur de calcul, les États-Unis font face à un ensemble d'options tout aussi limitées. Le secrétaire d'État Marco Rubio a été interrogé lors d'un point de presse le 11 mai sur la possibilité que l'administration prenne des mesures pour empêcher du matériel militaire chinois d'atteindre l'Iran. Sa réponse a été soigneusement calibrée. Il a déclaré que les États-Unis considèrent cette cargaison comme déstabilisatrice et contraire aux normes internationales de non-prolifération, mais il ne s'est pas engagé à intercepter de futurs envois. Il n'a pas menacé de sanctions contre les compagnies maritimes chinoises. Il n'a présenté aucune réponse concrète. Ce silence reflète une dure réalité. Les États-Unis ne peuvent pas interdire des cargos battant pavillon chinois dans les eaux internationales sans déclencher une confrontation avec une superpuissance nucléaire qui détient plus de 1000 milliards de dollars en titre du trésor américain et contrôle des chaînes d'approvisionnement critiques pour les semi-conducteurs, les terres rares et l'électronique grand public. La guerre économique frappe dans les deux sens. La Chine peut tolérer les sanctions beaucoup plus facilement que les États-Unis ne peuvent encaisser la perturbation économique qui suivrait une rupture complète du commerce bilatéral, et Pékin le sait. La décision d'expédier des composants de missiles à l'Iran au moyen d'un navire appartenant à l'État et naviguant sous pavillon chinois n'était pas un accident, c'était un signal. La Chine est prête à fournir à l'Iran tout le matériel stratégique dont il a besoin pour maintenir une dissuasion crédible contre l'action militaire américaine et israélienne. Et Washington ne peut rien faire pour l'arrêter sans accepter des coûts qu'aucune administration américaine n'est prête à assumer. L'Arabie Saoudite a déclaré qu'elle poursuivrait des armes nucléaires si l'Iran franchissait le seuil. Le Pakistan, qui a construit son arsenal avec l'appui financier saoudien, pourrait fournir des têtes nucléaires dans le cadre d'arrangements informels, longtemps évoqués, mais jamais confirmés. La Turquie observe. Le président Erdogan a suggéré que la Turquie a le droit de poursuivre des armes nucléaires si la dynamique régionale change. Les Émirats arabes unis, le Qatar et Bahreïn se trouvent tous à portée de missiles sans défense contre des frappes nucléaires. L'Égypte, le pays le plus peuplé du monde arabe, a abandonné ses recherches sur les armes nucléaires dans les années 1970 sous pression américaine. Des responsables égyptiens ont discrètement réactivé des discussions techniques avec la Russie au sujet de l'expansion de l'infrastructure nucléaire civile. Personne au Caire ne prononce le mot armes, mais l'infrastructure requise pour la production d'électricité civile est presque identique à celle requise pour la production d'armes. Construisez les réacteurs, formez les ingénieurs, établissez le cycle du combustible, et la voie est ouverte. Si l'Iran démontre que des missiles armés de têtes nucléaires offrent une immunité contre une intervention militaire étrangère, chaque puissance régionale tirera la même conclusion. Et le Moyen-Orient ne se stabilisera pas dans un équilibre de la terreur comme pendant la guerre froide. Il se fracturera dans une cascade de prolifération où une demi-douzaine de gouvernements acquerront des armes nucléaires en moins d'une décennie. Le 10 mai 2026, le cargo chinois MV Haiyang a accosté à Bandar Abbas avec 8 tonnes de composants de têtes de missiles balistiques. La cargaison comprend des enveloppes de véhicules de rentrée, des boucliers thermiques avancés et du matériel d'intégration de précision conçu spécifiquement pour le missile balistique iranien Khaybar-Shekan. L'analyse du renseignement a confirmé que la cargaison provenait de fabricants de défense chinois appartenant à l'État. Les composants suffisent à équiper 20 à 30 systèmes complets de livraison de têtes nucléaires.
Le stock nucléaire potentiel de l'Iran d'ici la fin de l'année s'élève à 9 à 16 dispositifs selon les taux d'enrichissement actuels et l'aide russe à l'optimisation. Le calendrier d'intégration pour monter une tête nucléaire sur un missile Khaybar-Shekhan est estimé de 8 à 12 semaines. Le premier missile balistique opérationnel armé d'une tête nucléaire pourrait être déployé d'ici août 2026. Le missile Khaybar-Shekhan a une portée prouvée de 1450 km, couvrant tout Israël, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, Bahreïn, le Koweït et des portions de la Turquie. L'Iran a tiré des missiles Khaybar-Shekhan opérationnellement durant le conflit de février-mars 2026, démontrant la fiabilité de la plateforme en conditions de combat. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a qualifié la cargaison chinoise de déstabilisatrice, mais ne s'est engagé à aucune action. Israël n'a aucune option militaire pour détruire des lanceurs mobiles de missiles dispersés à travers l'Iran. L'Arabie Saoudite a déclaré qu'elle poursuivrait des armes nucléaires si l'Iran franchissait le seuil. La Turquie, l'Égypte et les Émirats arabes unis recalculent toute leur stratégie de sécurité. L'hypothèse selon laquelle le programme nucléaire iranien pouvait être contenu comme une menace statique vient de s'effondrer. Une arme nucléaire sur un missile mobile est une capacité de première frappe. Et depuis ce matin, l'Iran est à 8 à 12 semaines de disposer de missiles balistiques opérationnels armés de têtes nucléaires. Ce n'est pas une menace future, c'est un compte à rebours. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.